Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. L'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui est une affaire qui se passe dans la France de Louis XIII. Une jeune femme, Marie Lafarge, qui rêve d'un amour romantique et qui est issue d'une riche famille, est accusée d'avoir empoisonné son mari, Charles Lafarge, pour des raisons qui restent encore obscures aujourd'hui. S'il s'agit encore d'une affaire d'empoisonneuse, comme la France du XIXe siècle et fantasme, le doute est permis de croire en l'innocence ou non de Marie Lafarge. Marie Fortunée Capelle, dite Marie Lafarge, est née le 15 janvier 1816 à Paris, d'un père ancien colonel d'artillerie de la garde impériale qui meurt en 1828, alors qu'elle n'a que 12 ans. Sa mère Edmée se remarie mais confie sa garde à sa richissime famille. Edmée n'est autre que la fille naturelle de Madame de Genlis, célèbre mondaine et femme de lettres, et de Philippe Égalité, duc d'Orléans, père du futur roi Louis-Philippe. Ce qui fait de Marie une cousine éloignée du futur roi de France. Elle est élevée dans le château familial de Villers-et-Lons et instruite dans une école de jeunes filles de la haute société de l'Aisne, où elle apprend la littérature et la musique. De par son héritage familial, elle est très aisée, ayant à ses dispositions 80 000 francs, rien que pour sa dot. Elle est donc très courtisée, mais elle ne se laisse pas amadouer facilement par un homme. Marie a maintenant 24 ans. C'est une jolie jeune femme, rêveuse et utopiste. Elle rêve d'un véritable mariage d'amour, mais ses exigences en matière d'homme font qu'elle ne trouve toujours pas chaussure à son pied, et son entourage commence à s'inquiéter pour elle. Un soir d'été 1839, le baron Garat, gouverneur de la Banque de France, la convie à un dîner où se trouvait Charles Pouche Lafarge. Maître de forge corrézien et maire de la commune de Bessac en Corrèze, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Si Charles a eu le coup de foudre immédiat, ce n'est pas du tout le cas de Marie. Sur le papier, tout les oppose. Marie est une jeune femme prometteuse et pleine de rêves, côtoyant les événements mondains de la capitale. Quant à Charles, lui c'est un homme plutôt bedonnant, qu'elle qualifie elle-même de laid. Il est veuf à 28 ans et est issu d'un milieu plus modeste et traditionnel. Marie écrit d'ailleurs ces quelques mots à une amie à elle. « Chérie, je veux te dire une grande nouvelle. Une nouvelle qui t'étonnera, qui m'étonne bien plus encore. Enfin, moi, si difficile, si réfléchissante au mauvais côté des choses, je me marie et à la course. Mercredi, je vois un monsieur. Je lui plais. Il ne me plaît pas. » Néanmoins, à peine quelques semaines après leur rencontre, le mariage est célébré le 9 août 1839. Et ils partent s'installer en Corrèze, au domaine du Glandier à Bessac. Arrivée sur place, Marie déchante. Le château promis par son mari n'est qu'un ancien couvent sommairement transformé en habitation. Et la forge frise la faillite. La réalité est amère pour Marie, qui comprend que son époux a profité de sa dot d'une valeur de 80 000 francs pour faire repartir ses affaires dans son propre intérêt. Elle comprend vite qu'il était plus intéressé par son argent que par elle. Marie est désespérée dès les premiers jours de leur mariage. Elle supplie son mari de la laisser partir, menaçant même de mettre fin à ses jours. Étrangement, au fil du temps, elle se fait peu à peu à l'idée de vivre dans cet endroit plus que modeste selon ses attentes. En effet, le Glandier est une vieille massure délabrée, infestée de rats, et que certains paysans des alentours déclarent même hantée. C'est une ancienne chartreuse fondée en 1919. Le monastère fut soutenu au cours des siècles par de nombreux bienfaiteurs. Confisquée et saccagée lors de la Révolution, la propriété est acquise en 1817 par la famille Lafarge, qui en 1834 installe une forge industrielle en aval de la petite rivière qui la borde. Avec le temps, Marie s'adoucit et écrit des lettres enflammées à son époux. Elle fit même un testament en sa faveur, lui léguant tous ses biens. Ce dernier, touché par son geste, fit acte de réciprocité. Est-ce là un acte de manipulation ou de sentiment sincère? En tout cas, c'est au mois de novembre 1839 que Charles Pouche Lafarge décide d'entreprendre un voyage d'affaires à Paris. Ce voyage a pour but de résoudre ses difficultés financières et de déposer un brevet d'invention pour la découverte d'un nouveau procédé de la fabrication du fer. Durant son absence, Marie écrit à la pharmacie Essartier du Cerche afin de se procurer de la mort aux rats, car selon ses propres déclarations, l'ancienne chartreuse est infestée par les rongeurs. C'est l'un des domestiques, Denis Barbier, petit escroc parisien rencontré à Paris par Charles Lafarge, qui est chargé d'aller récupérer le produit. Marie demande également à la cuisinière de confectionner des gâteaux afin de les envoyer à Charles, accompagnés de son portrait. Après un voyage de 4 jours en diligence, le 18 décembre 1839, les pâtisseries faites avec du lait non pasteurisé arrivent à destination. Le jour même, Charles Lafarge tombe gravement malade. Il reste alité toute la journée, pris de nombreux vomissements et de migraines. Il décide alors d'écourter son séjour et de rentrer à Bessac. Il arrive au Glandier le 3 janvier 1840 et fait venir dès son arrivée le médecin de famille,
qui diagnostique une banale angine. Mais son état ne fait qu'empirer. On apprend entre-temps que sa femme écrit à nouveau à la pharmacie afin de se procurer de la mort au rat. Charles décède finalement le 14 janvier 1840 dans d'atroces souffrances, soit 11 jours après son retour. Le jour même, son beau-frère adresse un courrier au procureur du roi pour accuser Marie d'avoir assassiné Charles Lafarge à l'arsenic. Une instruction est alors ouverte et en janvier 1840, elle est accusée d'avoir empoisonné à l'arsenic son mari. La belle famille de Marie Lafarge va jouer un rôle clé dans l'affaire, car c'est elle qui lance immédiatement après le décès de Charles des rumeurs d'empoisonnement de la part de sa femme. Le 16 janvier 1840, l'autopsie du défunt est pratiquée mais ne révèle rien. Divers organes de son corps sont tout de même prélevés pour être soumis à expertise. Toutefois, suite à une perquisition au glandier, la présence d'arsenic est constatée dans diverses potions destinées à Charles Pourche Lafarge. Le 23 janvier 1840, à 9 h du matin, les brigadiers et gendarmes procèdent à l'arrestation de Marie Capel au glandier. Cette dernière est transportée à la maison d'arrêt de Brive. Le 7 février 1840, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Brive, assisté du greffier, rend visite à Marie Capel à la maison d'arrêt. En effet, ce n'est pas simplement une visite de courtoisie. Ils vont l'interroger sur sa dispute avec son mari, son testament et sur les achats successifs de mort au rat. Durant une perquisition le 9 février 1840 au glandier, les officiers de gendarmerie, recherchant des preuves quant à l'empoisonnement, mirent la main sur toute autre chose. Ils découvrirent en effet, cachée dans un secrétaire, une boîte contenant des diamants. L'affaire des diamants fera l'objet d'un procès qui n'aura rien à voir avec l'affaire d'empoisonnement de Charles Lafarge. Le procès pour empoisonnement de Marie Lafarge contre son époux débute le 3 septembre 1840. Elle est défendue par 4 avocats. Au fil des audiences, la foule est de plus en plus nombreuse et les badauds se bousculent dans la salle des pas perdus pour y assister. Des dizaines de témoins vont se succéder à la barre, dont Maître Paillet. Sa plaidoirie va d'ailleurs durer 7 heures. Le verdict tombe enfin, après les nombreuses batailles entre experts et contre-experts, et sans d'ailleurs que l'auditoire ait été convaincu par l'accusation. Après les analyses effectuées par des chimistes de Tulle et de Limoges, qui n'ont décelé aucune trace d'arsenic, le ministère public demande une nouvelle autopsie du corps de Charles Lafarge, mais les résultats resteront flous. La cour d'assises de Tulle, après 17 séances du 3 au 19 septembre 1840, condamne Marie Capel, épouse Lafarge, aux travaux forcés à perpétuité et à l'exposition publique. Elle sera graciée par le président Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, après avoir passé 12 ans en prison et avant de s'éteindre quelques mois plus tard. L'affaire Lafarge continue et continuera encore de faire couler beaucoup d'encre, tant le doute d'une erreur judiciaire subsiste. L'avancée de la science a tout de même permis à Marie Fortunée Capel, veuve Lafarge, d'être réhabilitée par l'Académie de médecine de Paris. Voilà, ce podcast est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.